Alors, on approche de la fin de la journée sciences navales, déjà, c'est passé vite. Voilà, vous pouvez reprendre place. Donc, avant l'allocution de clôture, on va procéder à une séquence de remise des prix. Donc, c'est l'heure de récompenser les projets menés par les élèves officiers tout au long de l'année. Donc, pour la séquence, je cède la parole aux aspirants Desmarais et Lecomte qui vont animer cette remise de prix. L'amiral Souriceau entre à l'école navale en 1925. À l'issue de sa campagne d'application Jeanne d'Arc en 1928, l'enseigne de vaisseau Souriceau est déployée en Extrême-Orient. Il servira dans cette région jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Il occupe rapidement les postes de commandant en second, puis commandant sur les canonnières d'Oudard-de-Lagrée et la Grandière. En 1932, il est breveté fusilier, puis promu lieutenant de vaisseau et chef du corps de débarquement sur les croiseurs La Galissonnière et Courbet. Entre 1937 et 1939, il embarque sur le Lamotte-Piquet en tant qu'officier d'ordonnance de l'amiral Le Bigot, alors commandant des forces navales d'Extrême-Orient. En juin 1940, l'amiral Souriceau est alors chef de corps du débarquement sur le croiseur Tourville. Bloqué à Alexandrie, il refuse l'armistice et décide de continuer le combat avec un groupe de 6 autres officiers de son bâtiment. Il est dans ce cadre désigné comme aide de camp du colonel de Lamina sur les côtes françaises de Somalie et sert comme interprète. Après un court passage à Djibouti, il est commandant en second du pétrolier ravitailleur Elorn entre 1942 et 1943, avec lequel il participe au débarquement à Casablanca. Entre 1943 et la fin de la guerre, il commande ce même ravitailleur qui est principalement chargé d'escorter des convois entre la Méditerranée et les États-Unis. Après la guerre, il passe capitaine de frégate et enchaîne alors les commandements. Il embarque sur le Duguay-Trouin en tant que commandant en second, est chargé de la campagne de pacification de Madagascar et commande ensuite successivement le centre d'instruction des opérations amphibies et le centre de formation marine de Mimizan, avant d'être affecté comme commandant en second sur le Richelieu. En 1952, nouvellement promu, le capitaine de vaisseau Souriceau est chef d'état-major de la division navale d'Extrême-Orient. Puis en 1954, commandant des forces maritimes du Rhin. Il est promu au grade de contre-amiral en 1959 et commande le groupe des écoles Sud pendant 2 ans, avant d'être nommé major général du port de Brest. Le 1er mai 1964, le contre-amiral Souriceau est admis en 2e section. Ses 40 années d'engagement au service de la Marine nationale et de la France, remarquables tant par la diversité des opérations menées que par la richesse et le nombre de ses commandements, font de lui un exemple pour tout jeune officier de marine. Grâce au travail et à l'implication de sa famille, le prix Amiral Souriceau a été mis en place. Il est destiné à récompenser la qualité des travaux réalisés par les élèves de l'école. Ce prix met en valeur non seulement les projets académiques, mais également les projets participant au rayonnement de l'école et de la marine dans la société. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix. Dans la catégorie projet de synthèse, le 3e prix est décerné aux enseignes de vaisseaux Palouki et Romulus pour le projet Système d'aide à l'analyse d'anomalies de messages AIS liées à la position transmise par des navires. Le prix est remis par le maître de conférence Préau. Dans la catégorie projet de synthèse,
Le deuxième prix est décerné aux enseignes de vaisseaux Le Cadet et Richard pour le projet détection par traitement de signal de clics de dauphins communs en mer d'Iroise. Le prix est remis par le capitaine de vaisseau Lagrange. Je fais une incise très rapide, en particulier pour les anciens, parce que ça n'a pas été précisé. Projet de synthèse, c'est le nouveau nom donné aux ex-projets de fin d'études. Le stage de fin d'études de l'école navale étant le stage sur la Jeanne d'Arc. Voilà, donc le nom prendra peut-être un peu de temps à prendre, mais voilà. Stage de fin d'études de la Jeanne d'Arc, projet de synthèse qui conclut les 2 ans de formation à l'Envéoc. Voilà. Dans la catégorie projet de synthèse, le premier prix est décerné aux enseignes de vaisseaux Bouffangour et Josan pour le brillant projet de conception et développement d'un logiciel d'annotation de scènes maritimes. Le prix est remis par le vice-amiral Emmer. Dans la catégorie rayonnement, le troisième prix est décerné aux aspirants Durand, Bertin-Denis et De Turc-Tarit pour avoir brillamment participé avec honneur au hackathon Defin Space édition 2023. Le prix est remis par le capitaine de corvette Grandjean. Dans la catégorie rayonnement, le deuxième prix est décerné aux enseignes de vaisseaux JB Bernard, S. Bernard et Solier-Nanchalde pour le projet Transaco, amélioration du dispositif de manipulation du matériel médical dans l'hélicoptère NH-90. Le prix est remis par le maître de conférence d'Amet. Dans la catégorie rayonnement, le premier prix est décerné aux enseignes de vaisseaux Quatrephage, Kema et Torrent pour le brillant projet de sciences humaines, identification de la pêche illégale dans le golfe de Guinée. Le prix est remis par M. Sourisseau. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de la présence sur l'estrade de M. Sourisseau pour le remercier de nouveau pour cette action de mécénat qui vient de se mettre en place, qui se traduit aussi, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais par une petite enveloppe qui est associée à chacun des prix, donc au profit des élèves. Donc merci à vous. Ça contribue à mettre du lien entre le monde civil que vous représentez et puis le monde militaire, le monde de la marine. Ça contribue à mettre aussi du lien intergénérationnel avec cette belle figure de votre grand-père, parce qu'ici, toute la journée, on a parlé de sciences dures, mais là, ça nous replonge dans l'histoire de la marine du XXe siècle. À l'école navale, on fait aussi des sciences humaines et sociales, et finalement, ce petit créneau y contribue. Et puis, je voudrais également remercier, donc féliciter tous les élèves pour leur projet de synthèse et leur dire honnêtement la manière avec laquelle je vois les choses, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de voir 4 générations d'officiers se succéder à 4 décennies d'intervalle.
ma génération. Ensuite, j'ai été instructeur sur la Jeanne d'Arc 10 ans après. Ensuite, j'étais encore de nouveau dans l'école d'application 10 ans après, et puis maintenant à l'école navale. Et honnêtement, sur les quatre générations, il y a plutôt une élévation du niveau scientifique et technique, je pense. Donc ça, c'est une bonne chose. Et d'une manière générale, ce que je vous souhaite à vous, les élèves officiers, c'est de toute façon, pas seulement sur le plan scientifique et technique, mais d'une manière générale, c'est être meilleur que nous à tout point de vue, parce qu'une marine en progrès, une marine qui se développe, c'est aussi des officiers de plus grande valeur. La qualité d'une marine ne se mesure pas simplement en tonnage, même si ça compte évidemment, mais aussi en force morale, en capacité des officiers. Et je pense qu'on est sur la bonne pente. Voilà. Merci encore à vous, Monsieur Sourisseau, pour cette action de mécénat, et merci aux élèves. Je parle au pupitre. Ça devrait aller comme ça. J'ai une question à te poser directement, Laurent, devant la salle. C'est avec ou sans question la conclusion? Il n'y a pas de Medchip qui a préparé de questions. Bon, très bien. Bon, je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous cette deuxième partie de la journée des sciences navales 2024. Je remercie l'amiral Emer de m'avoir proposé de conclure les débats de la journée. Je me fais toujours des conclusions d'ailleurs. J'essaierai de rester assez ouvert de ce point de vue-là. En tout cas, de ce que j'ai pu en voir, ça a été fructueux, source d'inspiration réciproque entre marins, scientifiques, ingénieurs, et j'espère entre jeunes et moins jeunes également, mais on vient d'en avoir un exemple avec le débat que j'ai eu avec l'amiral de Lamotte, qui disait que depuis sa génération à lui, il trouvait que le niveau avait plutôt baissé en fait. Voilà. Pour les bordages, je ne vais pas vous faire, rassurez-vous, 45 minutes sur les louanges de l'apprentissage des sciences et des nouvelles technos. Je crois juste que l'incertitude des temps actuels, marquée par la désinhibition du recours à la force, j'avais sur Chap à l'instant encore un compte-rendu d'engagement de 2 navires de commerce britanniques et américains en mer Rouge par des missiles anti-navires. Voilà, c'est l'actualité de maintenant. Je crois que ce contexte de la désinhibition du recours à la force et du réarmement naval sans précédent ne vous laisse en fait guère d'autre choix que de vous appuyer sur chacun de nos atouts, dont l'excellence scientifique et technologique fait incontestablement partie pour oser et vaincre. Je voudrais commencer par vous donner quelques éléments d'appréciation sur ces fameuses ruptures technologiques, leurs conséquences pour le combat naval, avant d'évoquer avec vous les principaux enjeux associés pour notre marine. Vous n'échapperez pas à quelques conseils, parce que c'est quand même une occasion unique de pouvoir m'adresser à vous tous. Je parle non seulement aux élèves de l'ABAI, mais aussi au public d'industriels et de scientifiques, qui constituent en fait la génération d'officiers de marine, d'ingénieurs, sur les épaules desquels reposeront les succès de nos combats futurs. L'éruption des technologies de rupture dans le combat naval, c'est loin d'être une nouveauté. Tous nos anciens ont été confrontés à ces défis dits technologiques, aux débats associés les plus vigoureux. Je vais passer rapidement sur les brûlots utilisés dans l'Antiquité ou à la bataille de Chesapeake, ou encore sur le débat de la jeune école de l'amiral Aube, qui se révèle factuellement aujourd'hui d'une actualité assez brûlante. À chaque fois, nous sommes confrontés à une forme de dilemme technologique qui nous renvoie à une problématique très actuelle. Je viens de l'évoquer à propos de la mer Rouge. On pourrait aussi en discuter. J'ai été assez marqué par mon échange avec mon homologue ukrainien à propos de ce qui se passe en mer Noire. Voilà, missiles contre drones, armes de décision versus armes d'usure. Je vais y revenir. Trier, ça aide souvent à clarifier les enjeux. Alors je me risque, j'aimerais distinguer 2 types de technologies de rupture, celle du haut du spectre, complexe, souvent coûteuse, permettant d'emporter la décision, armes et systèmes de décision de type missiles, munitions complexes, brouilleurs, furtivité, hypervélocité, intelligence artificielle, encore qu'on pourrait discuter du positionnement de cette techno. Et puis celle du bas du spectre, simple, produite en masse, résultant souvent d'un savant mélange de bricolage et d'ingéniosité innovante.
comme les USV ukrainiens, dont mon homologue m'a dit qu'ils étaient produits en 8 jours et à 5 000 $ pièce, qui arrivent à couler des unités russes de la classe 70 millions d'euros. Je lance le défi à l'industrie au passage, 5 000 €, 8 jours. Que faut-il privilégier? Peut-on vraiment parler de supériorité technologique comme une clé décisive dans le combat naval? Factuellement, l'évolution rapide des technologies de pointe nous impose un effort constant pour conserver l'avantage sur nos adversaires. Cet avantage le caractériserait par les quelques secondes qui permettent d'agir avant, ce qui suppose aussi de comprendre avant, et par la certitude de frapper efficacement. J'y reviendrai. Voilà, donc effort pour préserver l'avantage et notre capacité à exploiter l'espace maritime à notre profit pour remplir les missions qui nous sont attribuées aujourd'hui, sur lesquelles je passe rapidement: dissuasion, protection des approches et des flux, intervention. 2 exemples, la lutte sous-marine et le maintien de l'avantage acoustique, la nécessité de pénétrer des défenses adverses de plus en plus efficaces avec nos armes de frappe. Ces systèmes coûtent cher, sont donc peu nombreux, ce qui nous pose une vraie difficulté. On est face à une équation complexe entre nombre, fiabilité, probabilité de bon fonctionnement, coût, etc. Et puis le plus souvent long à renouveler, c'est de la classe plusieurs années. C'est d'ailleurs un des défis auxquels le ministère s'attaque aujourd'hui avec l'industrie, dans une économie qui n'a pas basculé en mode d'économie de guerre. Je crois qu'il faut être lucide sur ce sujet, même si on s'y prépare, et c'est bien de s'y préparer. À l'opposé, en Ukraine, l'utilisation en masse ou en mer Rouge de technologies bas du spectre, les drones kamikazes notamment, mais pas seulement, peut avoir des effets majeurs en termes d'attrition et d'usure. Je pense que tout le monde l'a bien perçu, et les quelques questions qu'il y avait tout à l'heure sur ce qui s'est passé avec le Landoc l'ont bien montré. Je pense qu'on ne doit pas perdre de vue que c'est aussi nécessaire de tenir des points de passage dans lesquels ces technos bas du spectre sont assez faciles à employer, que la haute mer, qui, elle, nous est vraiment indispensable au déploiement de la puissance, où leur emploi est sans doute un peu plus délicat, quoique pas impossible dans une approche hybride. On peut penser au recours à des bâtiments bases civils. Voilà, entrer dans la seule logique du rapport du faible au fort est donc pour moi, in fine, une impasse, même si, sous peine de s'user, il est sans doute indispensable de disposer des technologies bas du spectre pour répondre aux modes d'action adverses associés. Il faut donc à la fois faire peur, dissuader, contrer les menaces les plus sophistiquées et user l'adversaire. Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution entre armes d'usure et de décision. Et comme en lutte anti-sous-marine, domaine de lutte que ceux qui me connaissent bien savent que j'ai énormément pratiqué, il faut miser sur la complémentarité des moyens. Je crois que c'est la recherche de ce compromis que Zumwalt avait théorisé dans son concept ILOMIX, qui est la clé de réflexion et l'axe de réflexion pour répondre aux questions que j'ai essayé de mettre en avant dans mon propos. Pour trouver le bon fonctionnement, je pense qu'il faut à la fois éviter de se laisser enfermer dans la rivalité mimétique. Je veux ce qu'a mon adversaire. Et dans le statu quo, je fais comme hier sans regarder ce qui se passe ailleurs et pourrait se passer demain. Poser un tel équilibre dans le seul but, et il ne faut pas en dévier, de conserver l'ascendant en ne ratant pas un virage technologique, comme nous l'avons fait, soyons honnêtes, sur les drones, suppose de développer une vision prospective, partagée. Et ce point, je pense, est absolument fondamental. Il nous faut convaincre non seulement les acteurs du ministère, à commencer par les marins, les chefs, les acteurs du ministère, mais aussi les scientifiques, les industriels, de façon à disposer d'une vision commune qui s'appuie sur les ruptures technologiques, l'innovation tactique, une capacité à penser hors du cadre pour définir, et c'est la mission que j'ai fixée à la cellule prospective de l'EMM, comment nous nous battrons dans 20 ans. Et croyez-moi, il peut y avoir matière à réflexion et matière à débat. Ça suppose de prendre des risques, et pas seulement de les maîtriser, car c'est cette logique qui conduit en général du côté industriel à exploser les coûts,
Ça suppose de faire des paris, d'accepter l'échec, d'assumer des choix, parfois en tremblant un peu face aux enjeux. Et vous l'avez bien compris, je m'adresse là à tout le monde, pas seulement aux marins, mais peut-être aussi et surtout aux industriels. Prenez des risques. Quittons la logique délétère du principe de précaution qui nous enferme dans un conformisme attentiste. L'évolution du monde autour de nous ne nous laisse pas le choix. Et je voudrais souligner le sentiment d'urgence qui m'habite vis-à-vis de ce changement d'état d'esprit. Rappelez-vous quand le président Poutine a prononcé son discours dit du manège, il y a maintenant 5 ou 6 ans, présentant ces nouvelles armes invincibles. À l'époque, le sentiment d'intox généralisé vis-à-vis d'armes considérées, qualifiées d'irréalistes, régnait de manière majoritaire. Et pourtant, à peine 5 ans plus tard, plusieurs de ces armes sont employées dans le conflit ukrainien et pour une bonne partie, elles sont opérationnelles. Pendant que nous courons pour rattraper notre retard dans le domaine de la pénétration grâce à l'hypervélocité. Ça a été longuement évoqué cet après-midi. Pour mémoire, et c'est pour ça que j'évoquais la main qui tremble au moment de faire des choix, le programme antinavire supersonique du futur date de la fin des années 90. Il a été écarté à l'époque pour le MDCN. Une illustration vraiment du caractère crucial que certains de nos choix entraînent. Contrairement aussi à ce que peuvent théoriser les plus brillants ingénieurs, malheureusement financiers, il faut accepter régulièrement de perdre un peu d'argent sur une mauvaise piste. C'est le pari de la prise de risque que nous avons fait, notamment en matière de données et d'intelligence artificielle. Et de ce côté-là, je crois qu'il est plutôt gagnant à ce stade, quand je constate l'avance qu'il me semble que nous avons prise avec le centre de la donnée marine. Et je rends hommage à l'amiral de Lamotte qui avait pris cette décision en son temps. Il n'y a donc pas d'autre choix que de prendre en compte les évolutions technologiques qui sont devenues des réalités du combat naval et dont je voudrais souligner qu'ils se déploient aujourd'hui du fond des mers jusqu'à l'espace, en passant par les espaces virtuels et fluides du numérique. Je voudrais citer quelques-unes de ces technologies, pas pour en faire un catalogue, mais parce que je souhaite souligner l'importance que nous y accordons. Les armes à énergie dirigée, le laser essentiellement, mais pas seulement. On a trop légèrement, à mon avis, évoqué les armes à micro-ondes, qui, vis-à-vis des phénomènes de saturation, sont sans doute un game changer. L'hypervélocité, je n'y reviens pas. La pénétration de nos frappes, c'est quelque chose de fondamental. Et la maîtrise la pression mise sur le délai de réaction, évidemment. L'intelligence artificielle, l'appui à la décision, les systèmes autonomes, le spectre électromagnétique dans son application, dans sa maîtrise en tant que vecteur d'attaque, y compris dans le domaine cyber, mais aussi comme capacité de protection et d'influence des perceptions. Autre point qui est, à mon sens, une voie dans laquelle on a énormément de travaux à conduire. Voilà, les capteurs technologiques à l'ère quantique, des applications d'imagerie spatiale, de tout ce qui est hydro-océano, les enjeux de rapidité d'analyse et de sécurité associés demain. Évidemment, le calcul quantique amène déjà, j'ai eu l'occasion de visiter au moins 2 protos qui tournent et qui apportent des réponses sur des cas d'usage très concrets. Donc va changer énormément les choses. Discrétion et furtivité, je l'ai évoqué et j'ai réagi un petit peu et je pense que c'est une donnée absolument centrale. Nouvelle technologie de l'énergie, c'est en matière d'application au drone bien évidemment, mais aussi d'une manière générale à la gestion de l'énergie à bord d'un navire, tout ce qui est propulsion et changement de paradigme en matière propulsive. Quand on regarde à 20 ans, on voit bien que la pression sur l'emploi des énergies fossiles va être très forte. Je n'ai pas aujourd'hui de solution qui me semble émerger, mais je crois que c'est un point sur lequel il faut qu'on soit attentif. Voilà, impression 3D, petite innovation, parce qu'on en a pris l'habitude, mais qui est pourtant une vraie révolution en matière de logistique. Je voudrais les regrouper sous quelques axes assez simples. Le premier, c'est savoir, décider, agir avant et agir vite, c'est la boucle OODA. Je ne vais pas développer. Le second, c'est mettre l'adversaire sous la pression par le recours à la contraction du temps.
Ça me semble quelque chose d'absolument fondamental. L'homme peut prétendre maîtriser beaucoup de choses. Il y a une chose qu'il ne maîtrisera jamais, c'est le déroulement du temps. Tic-tac, tic-tac, ça, c'est inéluctable. Et c'est vraiment un moyen de fausser, de perturber la prise de décision de l'adversaire. J'ai parlé de la gestion de la réserve limitée limitée d'énergie, dont dispose un navire. Évidemment, tout le monde répond oui, le nucléaire règle le problème. Oui, le nucléaire règle en partie le problème, mais on gère quand même une réserve d'énergie à bord d'un bâtiment à propulsion nucléaire. Certes, elle est plus importante. Voilà. En tout cas, c'est le potentiel de combat, cette réserve d'énergie, c'est le potentiel de combat d'un navire. Et c'est pour ça que cette question est centrale. Voilà. Et puis, frapper. On ne doit pas perdre de vue cette finalité. Frapper à coup sûr, de manière renouvelable, ça a été évoqué, et en particulier, frapper plus loin que l'adversaire. Cette notion simple de la portée a parfois tendance à être évacuée. J'avais été jeune lieutenant de vaisseau dans les bureaux de l'état-major de la marine, sidéré par le caractère assez péremptoire d'un capitaine de vaisseau qui expliquait que Aster 15, Aster 30, c'était pas un débat, que 15 ça suffisait, et que la portée n'était pas une question. Moi je pense qu'au contraire, rien n'est plus fondamental. Jamais très agréable de passer un long moment en portée de l'adversaire avant de pouvoir tenter quoi que ce soit. Voilà. Même s'il s'agit d'en tirer le meilleur parti, si le recours à ces technologies dans l'approche équilibrée que je viens d'évoquer est une condition nécessaire, il me semble aussi essentiel de ne pas perdre de vue les fondamentaux du combat naval, dans lesquels ces technologies doivent se développer, s'intégrer, et sans lesquels aucun succès n'est possible. En voici quelques éléments. Mieux se préparer au combat de haute intensité, c'est le sens de l'esprit Polaris du plan Mercator. Ce sont des enjeux aussi d'organisation. Nous voulons recentrer chaque force organique sur son cœur de métier et en même temps assurer une vraie transversalité dans la capacité à combattre ensemble, avec la création du centre de combat naval comme socle de la structure interorganique. Nous souhaitons, je l'ai évoqué, redonner sa pleine place à la réflexion prospective, notamment technologique et capacitaire, mais pas seulement, parce qu'évidemment, il faut d'abord répondre à la question pourquoi se battre, pourquoi nous battrons-nous, quelle sera la mission. Voilà. Et puis cultiver la prise de risque, et ce sont des travaux que nous poussons actuellement. Je pense qu'on sortira une directive sur cette notion de prise de risque dans les semaines qui viennent. Être mieux informé que l'adversaire, le renseignement, le programme Artemis, l'espace, évidemment en tirant parti de toutes les technologies que le New Space nous apporte, les drones de haute altitude, HAPS, MAL, etc., avec en toile de fond la question de la sécurisation de l'information et de l'appréciation autonome de situations. Mieux exploiter l'information que l'adversaire, c'est tout l'enjeu qui tourne autour du sujet données, intelligence artificielle, prise de décision, avec la gestion, le recoupement des données pour acquérir la supériorité informationnelle. C'est une ligne d'opération stratégique pour la marine. Nous nous sommes mis en ordre de bataille autour de la stratégie qui est dédiée et qui s'appelle Signal et que vous connaissez certainement. Partager l'information plus vite que l'adversaire, enjeu de connectivité que je ne réduis pas simplement aux liaisons de transmission de données, mais je parle bien de connectivité et d'interopérabilité avec nos partenaires, car la guerre demain, nous la ferons en coalition, c'est une certitude. Enjeu également du combat collaboratif, du combat de cloud demain, avec l'arrivée de projets très ambitieux dans ce domaine, bien sûr portés par le SCAF, le futur système de combat aérien, mais aussi au sein d'une force navale. Je pense que les choses sont tout à fait transposables et nous y travaillons. Il faut être capable d'agir, de se reconfigurer plus vite que l'adversaire. Hypervélocité, je n'y reviens pas. C'est aussi l'innovation rapide au plus proche du terrain et nos capacités à faire évoluer, à adapter de manière incrémentale, encore une fois très rapide, nos unités pour s'adapter en permanence. Je voudrais souligner 2 points. D'abord, l'initiative Perseus
que nous avons monté avec la DGA et dont j'aimerais voir se développer l'état d'esprit qui est simple. Contact entre les marins et l'industriel, accompagné par la DGA s'il s'agissait de passer à l'échelle, et chacun prend son risque. Donc l'idée, c'est bien, venez avec votre bidule et vous acceptez qu'on le casse, et nous, on accepte que votre bidule abîme notre bateau. Je le dis dans des termes assez crus, mais je pense que si nous voulons aller vite, si nous voulons faire face au caractère débridé de l'innovation de notre adversaire, nous n'avons pas d'autre choix que d'assumer collectivement ces risques ensemble. Voilà. Et puis, ce sont les programmes d'évolution incrémentale que nous avons introduits dans la loi de programmation militaire, Evol Sénat, Evol Frégate, et qui sont là pour répondre à des choses d'un petit peu plus matures et donc de temps moyen, mais qui aujourd'hui sont inscrits dans la programmation financière et qui nous permettent de faire évoluer notre plateforme au rythme de la technologie. Voilà, il faut user l'adversaire à moindre coût. Là aussi, ça a été abordé dans la table ronde de cet après-midi. Je ne vais pas développer plus que ça. J'ai lancé un défi sur le drone USV low cost, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Je pense que l'enjeu des perceptions, l'enjeu des influences est également très important dans ce domaine-là, dans cette capacité à user l'adversaire. Je ne rentre pas dans tous les détails de la cyber techno, qu'elle soit défensive ou offensive, mais on voit bien que dans les conflits actuels, on peut obtenir des effets bien réels pour un coût qui est plutôt intéressant. Voilà, ne pas nous épuiser inutilement en préservant nos armes de décision pour le combat symétrique contre des cibles à haute valeur ajoutée. C'est une déclinaison de ce que je viens de dire. C'est l'enjeu de nos stocks de munitions complexes qui est factuellement limité. J'ai parlé des limites de production et qu'il faut compléter, et on en a discuté là tout à l'heure avec des moyens qui permettent de venir assurer une forme de continuité dans la capacité à engager les menaces vis-à-vis de nos unités. Et puis, j'y reviens, je suis désolé, j'insiste, in fine, il faut frapper. Voilà, d'aussi loin que possible, de manière aussi certaine que possible, de manière renouvelable. Le combat naval, c'est brutal, et tout ce qui précède doit être tendu vers cet objectif, le succès de nos armes. Quelques conseils avant de conclure, quelques réflexions qui vous permettront, j'espère, et là je m'adresse plutôt aux officiers élèves, de vaincre le moment venu. Connaissez vos hommes, car in fine, la victoire ou la défaite repose davantage sur eux, leurs compétences, leur état de préparation, leur morale, leur état d'esprit, leur envie d'oser pour vaincre, plutôt que sur la technologie employée par vous ou par votre adversaire, surtout lorsque le niveau technologique est à peu près semblable. Les forces morales, c'est quelque chose qui se travaille dans la durée et c'est quelque chose qui est fondamental. Je n'ai pas trop développé cet angle-là, mais vous l'aurez compris, dans mon esprit, même si nous commençons, et j'en discutais avec un patron industriel hier au déjeuner, à envisager des combats entre intelligence artificielle, IA contre IA, la place des chefs, la place de nos équipages restera centrale comme expression, fédération des volontés pour vaincre au moyen des outils à leur disposition. Et c'était l'échange que j'avais avec l'amiral Rogel au déjeuner. La question de la décision, de l'engagement reste absolument cruciale de ce point de vue-là. Une IA n'aura jamais de conscience et donc de volonté propre. Connaissez vos équipements, leurs performances. Je crois que ça vous a été dit ce matin, notamment par l'amiral Mallard. Leurs faiblesses, leurs limites, leurs redondances, leurs modes dégradés, leurs moyens de réparation, les rechanges. Travaillez avec les ingénieurs pour être sûr de la performance de vos équipements. Je vous livre un petit scoop. L'Alsace a appareillé pour la mer Rouge début janvier. Ils ont procédé à des tirs contre une cible qui représentait un drone. À cette occasion, les canonniers de ce bateau ont constaté que le positionnement dans le système de la conduite de tir était décalé d'une bonne dizaine de mètres. Bon, vous voyez l'effet de parallaxe
qui est donné. C'est juste de la technique. Et c'est parce que les canonniers, sans doute un peu sous la pression des événements, voulant avoir un résultat parfait, sont allés creuser dans le système, dans les lignes de code, qu'ils ont découvert cette anomalie. De l'importance de maîtriser ces systèmes. À l'inverse, connaissez aussi évidemment les équipements de l'adversaire pour estimer votre rapport de force. Ne vous réfugiez pas derrière la fausse impression de sécurité que procure la technologie, c'est un peu bateau. C'est vrai pour la navigation GPS sur carte électronique, mais de la même manière, c'est vrai pour la confiance aveugle que vous pourriez avoir dans des systèmes de détection ou des systèmes d'armes. Conservez toujours le recul, l'appréciation qui doit être la vôtre. Et puis si la technologie ne fonctionne plus ou a échoué, vous devrez continuer à pouvoir opérer, combattre à l'ancienne, navigation à l'optique ou à l'estime, repérage à la boussole, combat au canon, communication non sanitaire. Vous le savez, le CEMM l'a mis en avant lors de la conférence navale de Paris, avec un regard d'ailleurs assez étonné de ses homologues. Nous entraînons le groupe aéronaval dans une séquence qui s'appelle Back to the 80s, où on coupe un certain nombre de systèmes pour pouvoir apprendre à faire sans. Ça pourrait être aussi ça, la réalité des opérations de demain. Ne succombez pas au piège de la recherche de la perfection technologique, ce que certains pourraient appeler plus vulgairement des délires d'ingénieurs. Et ce sera à vous de dire non. Dans une relation de confiance que vous devez créer avec les ingénieurs, avec l'industrie, mais ce sera à vous de dire non. Vous serez légitime pour le faire. Les Américains eux-mêmes en ont fait la cruelle expérience avec le programme Zumwalt. 3 unités construites à des prix exorbitants, parce que les hypothèses de départ étaient sans doute pas pertinentes. En tout cas, ils visaient 32. Voilà. Donc on peut aussi se planter même quand on a beaucoup de moyens. Faites preuve d'ingéniosité et de bon sens. Là encore, le rétexte ukrainien est absolument parlant. Quand on voit un petit peu ce qu'ils arrivent à faire avec du bricolage, des moyens du commerce, tenir localement, certes, mais quand même, la dragée haute aux Russes en mer Noire, c'est sans doute d'ailleurs leur succès stratégique le plus important à ce jour, qui est peu évoqué. Résilience et rusticité, ça reste des valeurs cardinales du combat naval. Ça, c'est peut-être un peu plus pour l'industrie. Et donc, de la technologie qui s'y déploie. Quand on appuie, ça doit partir. Et là encore, je pourrais citer deux exemples de rétex très frais du mois de janvier, où pour des affaires de capteurs, on a connu quelques difficultés. Résilience et rusticité, quand ça part, quand on appuie, ça doit partir. Voilà. Soyez audacieux, prenez des risques. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de manières de réussir, mais la plus sûre, c'est de bien prendre des risques. La victoire de demain, elle appartiendra plus que jamais aux audacieux. Donc allez chercher dans les coins des domaines d'emploi, testez les possibilités offertes par vos systèmes. Plus leur technologie est avancée, plus ils en ont. Mais attention, ça ne veut pas dire évidemment faire n'importe quoi. Toute prise de risque doit être pesée, réfléchie. C'est cette culture de la prise du risque qu'il faut développer, pas celle de l'inconscience. Ne lâchez rien. Au combat, le premier qui lâche un tout petit peu a en général perdu. Et pour tout ça, au risque de vous décevoir, messieurs les élèves officiers, mesdames et messieurs les aspirants, il faut travailler. À l'école, bien sûr, mais aussi entre deux beuglements et entre deux bords promo, mais aussi et surtout après, bienvenue dans la marine. Un dernier mot, avant de éventuellement laisser un peu de temps pour 3 questions s'il y en a. Le combat naval n'est plus un chapitre des livres d'histoire ou de science-fiction, il est devenu une réalité quotidienne, aujourd'hui en mer Noire, en mer Rouge, demain ailleurs. La mer, c'est malheureusement un espace où la violence peut s'exprimer facilement, signalement stratégique, aspect symbolique d'une frappe, tout en minimisant les conséquences collatérales, le reste communiste permettant d'exclure l'atteinte de la souveraineté territoriale et de manière de plus en plus décomplexée. Les Houthis tirent sans crainte
des missiles aujourd'hui en mer Rouge. Petit problème de feuille. Il me manque une feuille. Mais je vais finir à la voix. Voilà. Le point sur lequel je voulais insister, sur cette réalité du combat naval, c'est que vous allez devoir le préparer, vous devez le préparer dès à présent. Voilà. C'est une réalité qui s'impose à nous et qu'il convient de traiter, je vous l'ai dit, non seulement avec la dimension technologique dont vous avez largement débattu pendant ces journées, mais aussi les autres dimensions qui sont des dimensions plus humaines, qui sont des dimensions d'esprit d'équipage, qui sont des dimensions d'état d'esprit. Je voudrais, pour conclure, souligner 2 points. Je ne suis pas rentré dans ce débat à dessein pour le laisser un petit peu ouvert. Je suis assez frappé par la difficulté que nous avons à assumer la nécessité de prendre en compte le sens de ce que nous faisons dans les développements technologiques. Je m'explique. Le sens de ce que nous faisons, le sens de ce que nous défendons doit être introduit dans la manière dont nous appréhendons la prise en compte de la technologie pour contribuer au succès au combat. Ça s'appelle la morale. J'utilise ce mot à dessein, tout simplement parce que il est parfois un peu tabou, et pourtant il me semble indispensable qu'il accompagne ces développements technologiques au fur et à mesure de leur arrivée. Non pas comme un frein, non pas comme une forme de blocage, mais bien comme un garde-fou qui nous permet de conserver le sens profond de la mission qui nous est confiée. Et pour lancer un peu la discussion entre vous et montrer qu'il n'y a pas que des sciences dures, comme le disait Laurent à l'instant, je vous invite à réfléchir à la différence entre morale et éthique. La morale a toute la dureté de règles, d'un corpus de règles qui peut avoir tendance à s'auto-suffire. L'éthique a sans doute la faiblesse d'un débat qui peut s'ouvrir à l'infini et qui peut du coup ne jamais déboucher. Voilà, donc je vous lance ce petit défi. Ce sera, je ne sais pas si ça peut faire l'objet d'une journée de réflexion particulière à la Baille. En tout cas, c'est un point qui me semble absolument fondamental. Voilà. Et puis, j'emprunte mon dernier mot à l'amiral Mahon et à l'amiral de Lamotte, qui me l'a soufflé il y a quelques semaines lors d'une rencontre avec d'autres industriels. C'est la fameuse citation qui dit que il vaut mieux avoir de bons marins sur de mauvais bateaux que de bons bateaux avec de mauvais marins. Voilà. Pour ce qui est des bons bateaux, avec l'état-major de la marine, le sous-chef plan ici présent, et avec vous demain, on va tâcher de faire ce qu'il faut. Pour ce qui est d'avoir de bons marins, à mon grand regret, je dois dire que je compte sur vous, puisque pour moi, j'aurai peu l'occasion de naviguer de nouveau en mer. Je vous remercie. J'ai 10 minutes d'avance, donc s'il y a 3 questions, je suis prêt à y répondre. Voilà, quand c'est pas préparé, c'est plus dur. Il était conclusif. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. La journée prend fin. On était vraiment extrêmement satisfaits de la participation. J'espère que vous avez passé de bons moments, que les tables rondes ont été fructueuses, ainsi que les débats et les échanges. Et on vous dit tous à l'année prochaine.